Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un livre, Léviathan, de Thomas Hobbes, écrit en 1651. Ce livre est une véritable enquête sur la société humaine. Hobbes se demande comment les humains peuvent-ils vivre ensemble en paix. Pourquoi avons-nous besoin d'un gouvernement? Et comment fonctionne le pouvoir dans une société? Pour répondre à ces questions, l'auteur construit toute une philosophie politique qui va profondément marquer la pensée occidentale, c'est-à-dire la façon dont on réfléchit en Europe et dans les pays qui ont été influencés par la culture européenne. Avant de commencer, il faut savoir que Hobbes a vécu à une époque très compliquée. Il était en Angleterre pendant la guerre civile, c'est-à-dire une guerre entre les gens du même pays. Cette guerre l'a beaucoup marqué. Il a vu comment les gens pouvaient se battre et se faire du mal quand il n'y avait pas d'autorité, c'est-à-dire pas de personne ayant le pouvoir de commander et se faire obéir pour les contrôler. Il a vu aussi comment les discussions sur la religion pouvaient diviser les familles et les communautés. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre, pour trouver des solutions pour que les humains puissent vivre en paix. Le mot Léviathan vient de la Bible, c'est le nom d'un énorme monstre marin très puissant que personne ne peut vaincre. Hobbes utilise ce nom pour parler de l'État, c'est-à-dire le gouvernement et toutes ses institutions. Pour lui, l'État est comme un monstre puissant qui protège les gens, mais aussi qui leur fait peur. C'est un symbole fort qui montre à la fois la force nécessaire du pouvoir et le danger qu'il peut représenter. Pour comprendre comment fonctionne la société, Hobbes commence par expliquer comment fonctionne l'esprit humain. Selon lui, tout part de ce qu'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche, ce que l'on sent ou ce que l'on goûte. C'est ce qu'on appelle les sens. Quand on voit une chose, celle-ci laisse une trace dans notre cerveau comme une image. Cette image peut rester dans notre mémoire. Ça, c'est la sensation et la mémoire. Mais notre cerveau ne fait pas que garder des images. Il peut aussi les mélanger. Par exemple, on peut imaginer un cheval avec des ailes ou un homme avec une tête de lion. C'est ce que l'on appelle l'imagination. Hobbes dit que tout ce qu'on imagine vient de ce qu'on a déjà vu ou vécu. On ne peut pas inventer quelque chose de complètement nouveau. Cette idée est très importante pour Hobbes parce qu'elle montre que notre esprit est matériel, c'est-à-dire qu'il est fait de matière comme notre corps, qu'il fonctionne comme une machine. Il n'y a pas d'âme immatérielle, c'est-à-dire d'âme qui ne serait pas faite de matière, qui penserait toute seule. La pensée est un processus physique qui se passe dans notre corps. Ensuite, Hobbes explique que le langage est très important. C'est ce qui nous permet de penser et de réfléchir. Les mots sont comme des étiquettes qu'on met sur les choses. Sans mots, on ne peut pas organiser nos pensées. Par exemple, pour compter, il faut des mots pour les nombres. Sans les mots 1, 2 et 3, on ne pourrait pas faire de calculs compliqués. Le langage nous permet aussi de communiquer avec les autres et de transmettre nos connaissances. Mais attention, Hobbes prévient que les mots peuvent aussi être dangereux. Si on n'est pas d'accord sur ce que veulent dire les mots, on peut se disputer. Par exemple, si quelqu'un appelle une chose justice et qu'une autre l'appelle injustice, ils vont se battre. C'est pour ça qu'il faut des définitions claires. Hobbes insiste beaucoup sur ce point. Pour vivre en paix, il faut que tout le monde soit d'accord sur la signification des mots importants. C'est pourquoi il consacre beaucoup de temps à définir précisément des mots comme loi, justice, liberté ou souveraineté. Sans définition claire, il ne peut pas y avoir de véritable discussion rationnelle, c'est-à-dire de discussion basée sur la raison. Hobbes parle beaucoup des passions, c'est-à-dire des émotions et des désirs qui nous poussent à agir. Les deux passions principales sont le désir, qui nous pousse à vouloir quelque chose, et l'aversion, qui nous pousse à fuir quelque chose. Les humains sont toujours en mouvement. On veut toujours plus de pouvoir, plus de richesse, plus de confort. C'est comme une course sans fin. On n'est jamais vraiment satisfait. Il dit que la vie humaine, c'est comme un voyage où on cherche toujours à obtenir quelque chose de plus. Il y a plusieurs passions importantes. L'ambition est le désir d'avoir du pouvoir et d'être important. La convoitise est un désir très fort d'argent et de biens. La peur, surtout la peur de la mort, est une passion très importante également. La vanité consiste à se croire plus important que l'on ne l'est vraiment. L'orgueil pousse les gens à vouloir dominer les autres. La colère peut faire des choses irréfléchies. Pour Hobbes, les humains sont égoïstes par nature. On pense toujours à soi-même d'abord.
Chacun cherche son propre intérêt avant tout. Cela ne veut pas dire que les humains soient méchants, mais simplement qu'ils sont réalistes. Ils cherchent à survivre et à être heureux. C'est pour ça qu'on a besoin de règles et de lois. Sans règles, nos désirs naturels nous pousseraient à nous battre les uns contre les autres. Hobbes est très pessimiste sur la nature humaine, mais il pense que la raison peut nous sauver. Grâce à la raison, on peut comprendre que la coopération, c'est-à-dire le fait d'agir ensemble, est plus avantageuse que la guerre. Hobbes explique qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles les humains se battent entre eux. La première est la compétition. Quand on veut la même chose qu'un autre, comme de l'argent ou de la nature, alors on se dispute. La deuxième est la méfiance. On a peur que l'autre nous fasse du mal, alors on attaque en premier. La troisième est la gloire. On veut être respecté, avoir une bonne réputation, et si quelqu'un nous manque de respect, on peut vouloir se venger. Ces 3 causes sont très humaines et très compréhensibles. Qui n'a jamais voulu avoir plus que son voisin? Qui n'a jamais eu peur que quelqu'un lui fasse du mal? Qui n'a jamais voulu être respecté? C'est exactement pour cela que la société a besoin de règles. Tout cela est lié à ce que Hobbes appelle l'égalité naturelle. Selon lui, les humains sont à peu près égaux en force et en intelligence. Le plus faible peut tuer le plus fort s'il est malin ou s'il s'allie, c'est-à-dire s'il s'associe avec d'autres. Et comme tout le monde se croit plus intelligent que les autres, chacun pense mériter plus que ce qu'il a. Cette égalité crée donc des conflits parce que tout le monde veut la même chose et personne ne veut céder, c'est-à-dire accepter de laisser l'autre avoir ce qu'il veut. C'est une situation très dangereuse. Hobbes dit que dans la nature, il n'y a pas de hiérarchie naturelle, c'est-à-dire de classement des gens par ordre d'importance. Les humains naissent égaux, c'est la société qui les crée différents. Pour lui, dans un monde sans loi et sans gouvernement, les humains seraient en guerre permanente les uns contre les autres. C'est ce qu'il appelle l'état de nature, c'est-à-dire l'état naturel des humains sans société organisée. Dans cet état, tout le monde a le droit de tout faire pour se protéger. C'est une situation terrible. Il décrit cette vie comme solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. En bref, une vie de peur constante où on peut mourir à tout moment. Il n'y a pas d'agriculture, pas de commerce, pas d'art, pas de science, pas de société organisée. Chacun vit dans la peur des autres. Pour Hobbes, il n'y a ni justice, ni injustice dans l'état de nature. La justice, c'est une invention humaine. Elle n'existe que quand il y a des lois. Sans loi, tout est permis. La force et la ruse sont les seules règles. C'est une situation invivable, c'est-à-dire qu'il est impossible d'y vivre, et c'est pour ça que les humains doivent trouver une autre solution. L'état de nature est une hypothèse théorique, c'est-à-dire une supposition, pas une description historique. Hobbes ne pense pas que les humains aient vraiment vécu ainsi, mais il utilise cette idée pour montrer pourquoi nous avons besoin d'un gouvernement. Heureusement, il pense que les humains sont dotés de raison, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de réfléchir et de comprendre ce qui est bon pour eux. Grâce à la raison, on peut trouver des règles qui nous permettent de vivre ensemble en paix. Il appelle ces règles les lois de nature. Il est important de comprendre la différence entre le droit de nature et la loi de nature. Le droit de nature, c'est la liberté qu'on a de faire ce qu'on veut pour se protéger. C'est un droit illimité, c'est-à-dire sans limite, qui peut mener à la guerre. La loi de nature, c'est une règle qu'on trouve grâce à la raison, qui nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour notre survie. C'est une restriction de notre droit naturel, c'est-à-dire une limitation, mais c'est une restriction qui nous protège. La première loi de nature est simple, il faut chercher la paix. La deuxième est, pour avoir la paix, il faut renoncer à certains droits naturels, c'est-à-dire abandonner certains de nos droits. Par exemple, on ne peut pas tout prendre par la force. Hobbes résume toutes les lois de nature par une règle qu'on connaît tous. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une règle simple, mais elle est très efficace. Il énumère également plusieurs lois de nature. La gratitude, c'est-à-dire qu'il faut remercier ceux qui nous aident. La bienveillance, c'est quand il faut être accommodant, c'est-à-dire aimable et prêt à aider les autres. L'équité, c'est-à-dire quand il faut traiter les autres de façon égale. La modération, quand il ne faut pas trop exagérer. Le pardon, c'est-à-dire capacité à pardonner ceux qui se repentent, qui regrettent ce qu'ils ont fait. La justice,
c'est-à-dire qu'il faut respecter ses promesses. Toutes ces lois sont des règles de conduite qui permettent aux humains de coopérer. Mais toutes ces lois ne suffisent pas. Par exemple, les humains sont égoïstes, on a besoin de quelque chose de plus fort que de simples règles. Une règle ne sert à rien si personne ne la respecte. Il faut une autorité qui puisse forcer les gens à respecter ces règles. Les promesses et les conventions, c'est-à-dire les accords, ne suffisent pas. Sans une force qui oblige à les respecter, les gens les oublient dès que c'est dans leur intérêt. C'est comme un contrat entre deux personnes. Si aucune des deux n'a le pouvoir de faire respecter le contrat, il n'a aucune valeur. Il faut un tiers, c'est-à-dire une troisième personne, qui ait le pouvoir de punir celui qui ne respecte pas ses engagements, c'est-à-dire ses promesses. Il imagine alors une situation où tous les humains décident de faire un pacte, c'est-à-dire un accord ensemble. Dans cet accord, chacun promet de renoncer à son droit de faire tout ce qu'il veut. À la place, tout le monde donne son pouvoir à une personne ou à une assemblée, c'est-à-dire un groupe de personnes. Cette personne ou ce groupe devient le souverain, c'est-à-dire le chef. C'est ce qu'on appelle le contrat social. C'est comme si tout le monde disait « je donne mon pouvoir à ce chef et en échange, il me protège ». Chaque personne fait la même promesse aux autres. Il faut bien comprendre que le souverain ne fait pas de contrat avec le peuple. Ce sont les citoyens qui font un contrat entre eux. Et le souverain n'est pas une partie de ce contrat. Il est au-dessus. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas être accusé de trahir ses promesses. Il n'a rien promis à personne. C'est une idée importante pour comprendre le système de Hobbes. Le souverain est créé par le peuple, mais il n'est pas responsable devant le peuple. La multitude, c'est-à-dire l'ensemble des individus, devient alors un peuple uni. C'est le passage de la foule désorganisée à une communauté organisée. Il dit que c'est comme si chaque individu disait aux autres « j'autorise cet homme ou cette assemblée à agir en mon nom et je lui donne le droit de me gouverner à condition que vous fassiez la même chose ». C'est un acte d'autorisation mutuelle, c'est-à-dire que chacun autorise les autres à faire la même chose. Chacun devient l'auteur de tout ce que le souverain fera. C'est pourquoi on ne peut pas accuser le souverain d'injustice, il agit en notre nom. Cette idée est très subtile, c'est-à-dire difficile et fine à saisir, mais elle est très puissante aussi. Pour lui, une fois qu'on a choisi un souverain, on doit lui obéir. Le souverain a des pouvoirs très importants, il peut faire des lois et personne d'autre ne peut en faire. Il est le seul juge, ce qui signifie qu'il décide de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Il décide de la guerre et de la paix. Il peut punir ceux qui ne respectent pas les lois. Il contrôle ce qui est enseigné, c'est-à-dire qu'il décide ce que les gens doivent apprendre. Il peut aussi choisir tous les fonctionnaires et ministres. Il a le pouvoir de récompenser et de punir. Il peut donner des titres et des honneurs. Il n'est pas soumis aux lois qu'il a lui-même créées, il est au-dessus de la loi. Hobbes compare le souverain à une âme qui donne vie et mouvement au corps de l'État. Le souverain est comme un dieu mortel, c'est-à-dire un dieu humain qui peut mourir. Pour lui, il vaut mieux un mauvais souverain que pas de souverain du tout, parce que même un mauvais gouvernement est meilleur que l'état de nature, cette situation de guerre de tous contre tous. Un souverain cruel est préférable à l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de gouvernement. Mais Hobbes pense quand même qu'il y a des limites à l'obéissance. On doit obéir au souverain, sauf si son ordre va contre notre vie. Par exemple, si le souverain nous ordonne de nous tuer nous-mêmes, on n'est pas obligé d'obéir. On a le droit de se défendre. La liberté des sujets, c'est-à-dire des citoyens, existe dans tous les domaines que la loi n'interdit pas. Si la loi ne dit rien sur un sujet, on est libre d'agir comme on veut. Par exemple, on est libre d'acheter, de vendre, de choisir son métier ou son lieu d'habitation tant que la loi ne l'interdit pas. Cette liberté est importante. Hobbes n'est pas un tyran qui veut tout contrôler. Il pense simplement que dans les domaines importants qui concernent la paix et la sécurité, c'est le souverain qui doit décider. Il précise aussi que l'obligation d'obéir au souverain ne dure qu'aussi longtemps que le souverain peut protéger ses sujets. Si le souverain n'est pas capable de nous protéger, par exemple, si nous sommes capturés par un ennemi, notre obligation s'arrête. On peut alors se soumettre, c'est-à-dire accepter l'autorité d'un nouveau maître pour sauver sa vie. C'est une idée très réaliste. La protection est la base du contrat. Et si elle disparaît, le contrat disparaît aussi. Le souverain doit protéger les gens, sinon il perd son droit de commander. S'il ne protège plus les gens, ils ont le droit de se révolter.
Cette idée est parfois oubliée quand on parle de Hobbes, mais elle est très importante. Hobbes distingue 3 formes d'État. La monarchie, quand un seul homme gouverne, la démocratie, quand tout le peuple gouverne, et l'aristocratie, quand un petit groupe gouverne. Pour lui, aucune de ces formes n'est meilleure que les autres par nature. Ce qui compte, c'est que le souverain ait un pouvoir absolu pour maintenir la paix. Dans une monarchie, le roi a tout le pouvoir. Dans une démocratie, c'est l'assemblée du peuple qui a le pouvoir. Dans une aristocratie, c'est une assemblée de nobles qui gouverne. Il pense que la monarchie a des avantages. Le roi peut prendre des décisions rapidement sans avoir à consulter tout le monde. Il peut garder ses plans secrets, ce qui est utile en temps de guerre. Il ne peut pas être en désaccord avec lui-même, contrairement à une assemblée où les opinions peuvent diverger, c'est-à-dire être différentes. Mais Hobbes ne dit pas que la monarchie est toujours la meilleure forme de gouvernement. Il dit simplement que, quelle que soit la forme de gouvernement, le pouvoir doit être absolu et indivisible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être partagé. Si le pouvoir est divisé entre plusieurs personnes ou institutions, il y aura des conflits et la paix sera menacée. Il critique l'idée de gouvernement mixte, où le pouvoir serait partagé entre un roi, une assemblée de nobles et une assemblée du peuple. Pour lui, c'est une recette pour la guerre civile. Quand le pouvoir est divisé, il y a toujours des tensions et des conflits. Un État ne peut avoir 2 souverains, pas plus qu'un corps ne peut avoir 2 âmes. Le pouvoir doit être unifié pour être efficace. L'auteur compare l'État à un corps humain. Comme un corps, l'État peut tomber malade et même mourir. Il énumère plusieurs causes qui peuvent affaiblir ou détruire un État. La première est le manque de pouvoir absolu. Si le souverain n'a pas assez de pouvoir, il ne peut pas maintenir la paix. La deuxième est la mauvaise doctrine, c'est-à-dire les mauvais enseignements. Si on enseigne aux gens qu'ils peuvent juger par eux-mêmes ce qui est bien ou mal, ils vont contester l'autorité du souverain. La troisième est la division du pouvoir. Si le pouvoir est partagé entre plusieurs personnes ou institutions, il y aura des conflits. C'est ce qui est arrivé en Angleterre avec la guerre entre le roi et le Parlement. La quatrième est la propriété absolue. Si les gens pensent que leurs biens leur appartiennent complètement et que le souverain n'a pas le droit de les taxer, c'est-à-dire de leur demander de l'argent, eh bien l'État ne peut pas se financer. La quatrième est l'influence des livres anciens. L'histoire de la Grèce et de Rome, qui vantent la démocratie, peuvent inciter les gens à se révolter contre leur roi. Hobbes pense que toutes ces maladies sont dangereuses et qu'il faut les éviter pour que l'État reste en bonne santé. Il compare aussi l'État à un homme qui aurait une fièvre, une pleurésie, c'est-à-dire une inflammation des poumons, ou une épilepsie, c'est-à-dire une maladie qui provoque des convulsions. Ces métaphores médicales montrent bien comment Hobbes voit la politique. C'est une science qui doit maintenir le corps social en bonne santé. Un État malade peut mourir, et la mort de l'État, c'est la guerre civile, c'est le retour à l'état de nature. C'est pourquoi il est si important de soigner ces maladies. Enfin, Hobbes parle aussi du christianisme. Il veut comprendre comment la religion et le pouvoir politique doivent s'organiser ensemble. C'est une question importante parce que les guerres de religion ont causé beaucoup de souffrance en Europe. Pour lui, les rois sont les chefs de l'Église dans leur pays. Le pape n'a pas le droit de commander au roi. Le pape ne peut que conseiller, pas donner des ordres. Il est très critique envers le pape. Il pense que le pape veut trop de pouvoir et qu'il crée des problèmes en prétendant être le chef de tous les chrétiens du monde. Selon lui, cette prétention est contraire à la Bible et à la raison. Le Christ dit lui-même « Mon royaume n'est pas ce royaume ». C'est-à-dire que l'Église n'a pas de pouvoir politique sur terre. Hobbes passe beaucoup de temps à analyser la Bible. Il démontre qu'il y a beaucoup de mots difficiles à comprendre, comme esprit, ange ou royaume de Dieu. Il essaie de donner des définitions claires. Par exemple, il explique que le royaume de Dieu ne veut pas dire que Dieu règne déjà sur la terre. C'est un royaume qui viendra dans l'avenir quand le Christ reviendra. En attendant, c'est aux rois humains de gouverner. Il montre aussi que c'est aux souverains de décider comment interpréter la Bible. Chaque personne ne peut pas interpréter la Bible à sa façon. Sinon, il y aura trop de disputes et de guerres. Le souverain est le juge suprême pour tout ce qui concerne la religion visible, c'est-à-dire les actions extérieures. Il insiste sur le fait que la foi intérieure est libre, mais que les actes extérieurs doivent être contrôlés par le souverain. C'est une forme de tolérance religieuse, c'est-à-dire d'acceptation des différentes religions, mais une tolérance qui est limitée par les exigences de la paix civile. Pour Hobbes, il n'y a qu'une chose vraiment importante à croire pour être sauvé, c'est-à-dire pour aller au paradis, il faut croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie envoyé par Dieu. Tout le reste n'est pas essentiel. C'est une idée très importante.
Hobbes veut montrer que la religion ne doit pas être une source de conflit. Si tout le monde est d'accord sur l'essentiel, il y aura moins de guerres de religion. Les autres croyances, comme la transsubstantation, qui est le fait que le pain devient le corps du Christ littéralement, ou le purgatoire, qui est un lieu où les âmes seraient purifiées avant d'aller au paradis, tout cela n'est pas nécessaire au salut. On ne devrait pas les imposer aux gens. Il pense que ces croyances compliquées sont utilisées par l'Église pour contrôler les gens et garder son pouvoir. Par exemple, la doctrine du purgatoire permet de vendre des indulgences, c'est-à-dire des pardons pour les péchés. La doctrine de la transsubstantation donne aux prêtres un pouvoir magique sur le corps du Christ. Toutes ces croyances ne sont pas nécessaires et elles causent des divisions. Hobbes parle aussi des ténèbres de l'esprit. Il évoque par là toutes les idées fausses qui empêchent les gens de comprendre la vérité. Il y a plusieurs causes à ces ténèbres. La première est la mauvaise interprétation de la Bible. Certaines personnes utilisent la Bible pour défendre leurs propres intérêts. La deuxième correspond aux croyances païennes, c'est-à-dire les croyances des anciens peuples qui n'étaient pas chrétiens. Certaines idées des Grecs et des Romains sont encore présentes dans la religion chrétienne, comme les histoires de démons et de fantômes. Cette croyance aux esprits et aux fantômes vient des anciennes religions, pas de la Bible. La troisième est la fausse philosophie, surtout celle d'Aristote. Hobbes n'aime pas la façon dont Aristote parle de la politique. Aristote disait que les humains sont naturellement faits pour vivre en société. Hobbes dit que c'est faux. C'est la peur et l'intérêt qui nous poussent à vivre ensemble. La quatrième est la tradition inventée et les histoires fausses. Certaines personnes racontent des histoires de miracles qui n'ont jamais eu lieu. Hobbes se demande qui profite de ces ténèbres. Sa réponse est simple, le pape et l'Église catholique. En gardant les gens dans l'ignorance, l'Église peut garder son pouvoir. Par exemple, en inventant que l'idée que le pape est le représentant de Dieu sur terre, l'Église peut commander au roi. En inventant le purgatoire, qui est un lieu entre le paradis et l'enfer, l'Église peut vendre des prières pour aider les gens à sortir du purgatoire. En enseignant que les prêtres sont des êtres spirituels au-dessus des lois, l'Église crée une classe de gens qui échappent au contrôle du souverain. Tout cela sert à maintenir le pouvoir de l'Église et à affaiblir celui des rois. L'auteur est très critique envers l'Église catholique, il la compare même au royaume des fées, c'est-à-dire à un monde imaginaire où les gens croient à des choses qui n'existent pas. Il dit que le pape n'est rien d'autre que le fantôme de l'ancien empire romain. Il critique aussi certaines pratiques religieuses. Le culte des images, c'est-à-dire les statues, qui est une pratique païenne. La transsubstantation, qui est l'idée que le pain devient le corps du Christ pendant la messe, est une absurdité selon lui, c'est-à-dire quelque chose de complètement illogique. L'idée que le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un acte religieux, est une invention. Le célibat des prêtres, c'est-à-dire le fait qu'ils ne peuvent pas se marier, est contraire à la nature humaine. La confession auriculaire, qui consiste à se confesser en privé à un prêtre, donne trop de pouvoir au prêtre. Hobbes pense que ces pratiques viennent du paganisme, c'est-à-dire des religions avant le christianisme, et qu'elles ne sont pas dans la Bible. Elles sont utilisées par l'Église pour contrôler les gens et garder son pouvoir. Selon lui, l'Église catholique a créé tout un système de croyances complexes pour maintenir son autorité sur les peuples et les rois. Pour lui, il faut se débarrasser de toutes ces fausses croyances. Il faut que les gens comprennent clairement ce qu'est le pouvoir politique et ce qu'est le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux doit être subordonné au pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il doit lui obéir et non l'inverse. Hobbes a plusieurs idées principales qu'il veut nous faire comprendre. La première est que les humains sont égoïstes par nature. On pense toujours à soi-même d'abord. Cette idée est à la base de toute sa philosophie politique. La deuxième est que dans un monde sans loi, il y aurait une guerre de tous contre tous. C'est l'état de nature et c'est une situation invivable. La troisième est que pour vivre en paix, on doit créer un état puissant. Cet état est comme un monstre, le Léviathan, qui protège les gens. Le quatrième est que le souverain doit avoir un pouvoir absolu, c'est-à-dire total, pour nous protéger. La cinquième idée est que l'on doit obéir au souverain, sauf quand il menace notre vie. Notre obligation s'arrête quand sa protection s'arrête. La sixième idée est que le souverain doit être le chef de l'Église dans son pays. Il n'y a pas de pouvoir spirituel séparé du pouvoir civil. Beaucoup de gens n'ont pas aimé les idées de Hobbes. Certains trouvaient qu'il donnait trop de pouvoir au souverain, d'autres trouvaient qu'il n'était pas assez religieux. Certains l'ont même accusé d'être athée, c'est-à-dire de ne pas croire en Dieu. L'Église catholique a mis ses livres à l'index, c'est-à-dire les a interdits. Mais Hobbes a eu aussi beaucoup d'importance. Ses idées ont influencé beaucoup de philosophes après lui, comme John Locke, Jean-Jacques Rousseau ou Emmanuel Kant. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui doivent reconnaître la qualité de ses idées. Il a posé des questions essentielles sur la société et sur le pouvoir. Les questions que pose Hobbes sont toujours d'actualité. Comment faire pour que les gens vivent en paix? Quelle est la limite du pouvoir du gouvernement? Comment la religion et la politique peuvent-elles cohabiter?
Pourquoi les gens acceptent-ils d'être gouvernés? Même si Hobbes a écrit son livre il y a presque 400 ans, ces questions sont encore les nôtres. On peut être d'accord ou pas avec ses réponses, mais il nous force à réfléchir à ces questions importantes. Hobbes termine son livre en disant qu'il espère que les souverains liront son livre et qu'ils comprendront mieux leur rôle. Il veut que ces idées soient enseignées dans les universités pour aider les gens à mieux comprendre comment fonctionne la société. Selon lui, une bonne éducation politique est essentielle pour maintenir la paix. Le style de Hobbes est direct et clair. Il n'utilise pas de mots compliqués inutilement. Il aime donner des définitions précises de ce qu'il dit. Il donne beaucoup d'exemples pour rendre ses idées plus claires. Mais Hobbes peut aussi être très ironique, c'est-à-dire qu'il se moque des gens en faisant semblant de les approuver. Il n'aime pas les philosophes de son époque qui utilisent des mots compliqués pour paraître intelligents. Il les accuse de parler sans rien dire, de créer des mots qui ne veulent rien dire. Par exemple, il se moque de l'expression substance incorporelle qui veut dire corps sans corps, une contradiction complète. Il utilise l'humour et la moquerie pour montrer l'absurdité de certaines croyances. Léviathan est un livre qui essaie de répondre à une question très simple. Comment les humains peuvent-ils vivre ensemble dans la paix? La réponse de Hobbes est qu'il faut un pouvoir très fort pour contrôler les gens. Ce pouvoir doit être absolu, c'est-à-dire total pour être efficace. Mais Hobbes ne dit pas que tout est permis au souverain. Le souverain doit protéger les gens, sinon il perd son droit de commander. Si le souverain ne protège plus les gens, ils ont le droit de se révolter. Le livre est aussi critique de la religion, surtout de l'Église catholique. Hobbes pense que l'Église doit obéir au souverain, pas l'inverse. Les prêtres ne devraient pas avoir de pouvoir politique séparé. Tout pouvoir doit venir du souverain. Même si certaines idées de Hobbes nous paraissent sévères aujourd'hui, son livre reste important. Il nous force à nous poser des questions essentielles sur la société, le pouvoir et sur la paix. Comme le dit Hobbes, la pensée est libre. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il nous fait réfléchir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, vous pouvez télécharger en description une mini-formation. Passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt.